ce soir, donc, nous accueillons au coin du CHU à la fois Laurent Piazza, qui est responsable innovation et évaluation médico-économique, adjoint, ainsi que Stéphane Lafitte, qui est professeur en cardiologie au CHU, et des startups qui sont donc Desky, Bertrand Moelle, Mirambo Apierre, Benoît Mirambo, Costello, François Schaff et Nouria Bernard, qui parleront de leur projet de collaboration qu'ils ont eu avec les startups également. Nous laisserons la parole à la fin des présentations à Hélène Gérard pour la présentation de ce qu'on va être les masterclass de l'immunothérapie qui se tiendront à Bordeaux les 11 et 12 juillet prochains. Et nous terminerons par un échange autour d'un cocktail. Je tiens à préciser d'ores et déjà que nous devons quitter absolument les lieux à 20h tapantes. Donc il y aura certainement des mouvements de rassemblement et de débarrassage un peu avant. Il faudra se tenir à cette heure fixe car on est dans un lieu qui a quelques contraintes de sécurité. Voilà. Je vous propose de laisser la parole à Laurent Piazza qui va commencer à vous expliquer comment fonctionne le CHU avec les startups. Bonjour à tous, je suis Laurent Piazza. Je travaille au sein de l'unité d'innovation et d'évaluation économique de la direction de la recherche clinique du CHU Bordeaux. Je suis ingénieur biomédical de formation et je vais donc, d'abord je voudrais remercier Unitech pour l'invitation qui me permet de présenter un nouveau dispositif qui est en cours de mise en place au CHU de Bordeaux. Pour favoriser les collaborations publiques-privées dans le développement et l'évaluation des nouvelles technologies de santé. Alors ce nouveau dispositif, il s'appuie d'une part sur une volonté institutionnelle du directeur général du CHU de Bordeaux, Philippe Vigoureux, pour s'ouvrir et développer ce type de partenariat, et également sur l'engagement du directeur de la recherche clinique et de l'innovation, Nathan Belcastro, avec la conviction que le CHU a un rôle à jouer pour favoriser l'émergence et le développement d'innovations utiles pour le patient et pour le système de santé. S'appuie également aussi sur la signature récente entre le CHU de Bordeaux et des startups issues de l'environnement hospitalo-universitaire local de partenariat CAD. Je ne sais pas si non, je ne sais pas. Ah, si, alors il faut que je donne. Ça fonctionne. C'est là ou là, c'est comme vous voulez. D'accord. Après, je vais parler fort. Ouais. Un micro, c'est mieux pour ça qu'il y a sur une. D'accord. Alors il faut que je m'assoie peut-être. Ouais. Ah, il faut que je m'assoie peut-être, comme vous voulez. Parce que sinon, je vais devoir me. Alors, comme je disais sur la signature récente de Startup où je vais m'asseoir, Peut-être approcher du PC Alors, sur la signature de partenariat entre des startups locales et le CHU Bordeaux, bon, il y a plusieurs représentants d'ailleurs ici ce soir, donc avec le Desky, je ne sais pas si c'est là ou c'était là, mais voilà. Et ce dispositif s'appuie aussi sur l'expérience qu'on a au sein de la direction de la recherche clinique et de l'innovation sur le montage de projets de recherche en partenariat avec des partenaires industriels et aussi sur une dynamique nationale, puisque l'année dernière, le ministère de la Santé a publié un guide, auquel d'ailleurs on a un peu contribué, dans le cadre d'un groupe de travail du Conseil stratégique des industries de santé, et que je vous invite à lire justement sur la favorisation des initiatives publiques-privées pour aider à la diffusion des innovations utiles. Alors, quelques
petits éléments de contexte. Donc, les nouvelles technologies de santé se présentent à la porte de l'hôpital, et ces nouvelles technologies, elles proviennent d'une part du secteur un peu historique et traditionnel du médicament, des dispositifs médicaux et des équipements biomédicaux, avec un tissu industriel sur le dispositif médical qui est essentiellement composé de start-up et de PME, et également d'un secteur plus émergent, mais qui est de plus en plus présent, donc la santé, le numérique et les innovations organisationnelles qui vont s'appuyer sur ces outils numériques et qui vont bouleverser les relations entre les professionnels de santé. Et c'est vrai que ces innovations, parfois, on a un peu du mal, et même certains porteurs aussi des fois, à savoir si elles revendiquent ou pas une finalité médicale. Il y a une frontière qui n'est pas toujours évidente entre la finalité médicale, le bien-être et l'utilisation de ces nouvelles innovations numériques. Et du coup, on est un autre élément de contexte, c'est qu'on est dans une région aussi qui est évidemment très forte dans ce secteur, avec de nombreux acteurs économiques présents sur la e-santé et le numérique. Et d'ailleurs, en ce moment même, il y a un événement assez important dans le domaine du numérique et des thérapies numériques qui se déroule aussi à Bordeaux, le DTX Science. Et ce qu'on constate aussi, c'est que cet écosystème, ça c'est un article de la Tribune qui est paru là, juste au mois de juin, la semaine dernière, je crois, cet écosystème qui se consolide, maintenant il élargit son champ aussi à des activités diagnostiques, à l'aide au diagnostic, à l'aide à la prescription, à l'aide aux suivis médicaux, à la thérapeutique, et du coup, il se rapproche un petit peu de cette... on a vraiment des acteurs qui revendiquent maintenant cette finalité médicale et qui vont se rapprocher un petit peu du monde du dispositif médical et de son encadrement réglementaire et de la mise sur le marché de ce type de technologie. Alors, je ne vais pas vous parler vraiment du marquage CE, mais je voulais quand même faire une petite diapo là-dessus, parce que je sais que justement, pour les éditeurs de logiciels et de ces solutions numériques qui ne sont pas forcément familiers avec cette réglementation, et puis pour aussi les nouveaux entrants du secteur du dispositif médical, c'est un sujet très important, et pour cause, puisque c'est ce qui va vous permettre de mettre sur le marché votre solution technologique. Mais le message que je voulais faire passer aussi, c'est que en fait, vous avez quand même beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner sur le marquage CE, que ce soit des consultants, que ce soit des réseaux qui vont vous aider à vous adapter à la réglementation. Alors ça va être compliqué, vous allez consommer beaucoup de ressources, et pour des petites entreprises, c'est pas forcément évident. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le marquage CE, ça va être indispensable à notre mise sur le marché, mais ça ne va pas suffire pour véritablement pénétrer et accéder au marché, parce que la plupart des temps, les données qui sont fournies pour le marquage CE, elles ne permettent pas forcément d'asseoir la pertinence, l'utilité d'une nouvelle technologie. Et en fait, si une nouvelle technologie, est-ce que c'est forcément toujours une innovation en santé? Alors, le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est que du point de vue du système de santé et des acteurs du système de santé aussi, une innovation en santé, c'est pas forcément, ce n'est pas que une nouvelle technologie qui vient d'arriver sur le marché. Alors, je vais juste illustrer ça par un exemple. En 2012, une nouvelle technologie de réalité, le laser femtoseconde pour la chirurgie de la cataracte est arrivé sur le marché. C'était incontestablement à l'époque une innovation technologique, puisque ça permet
d'automatiser toutes les étapes de la chirurgie de la cataracte, qui est actuellement de manière standard faite manuellement par un chirurgien qui va utiliser des instruments chirurgicaux pour faire des incisions, faire des découpes au niveau de l'œil. Donc cette innovation qui est arrivée en 2012, elle a permis d'automatiser toutes ces étapes. Et sans je suis pas trop fort du tout. On est dissipé, on va. Donc c'était permettait d'automatiser toutes ces étapes et ça a été incontestablement une technologie qui a permis et qui permet toujours d'améliorer la précision du geste chirurgical. Donc cette technologie elle a été marquée CE, mise sur le marché en 2012, donc pas de problème de sécurité, pas de problème d'efficacité, parce que la technologie faisait mieux que le chirurgien en termes de découpe de l'œil. Mais là où ça a commencé à être un peu plus compliqué, c'était sur la pertinence, sur l'intégration de cette technologie dans l'offre de soins par rapport à ce qui existait déjà. Parce que finalement, toutes les données cliniques qui sont sorties depuis 2012 sur cette technologie n'ont pas réellement montré de bénéfices cliniques pour le patient à l'utilisation de ce laser. C'est-à-dire que ça n'a pas particulièrement amélioré la vision, ça n'a pas particulièrement évité de complications par rapport à la chirurgie telle qu'elle était pratiquée actuellement. Et il y a une bonne raison pour ça, c'est que la chirurgie actuelle pratiquée par les chirurgiens manuels, elle a un taux de succès très élevé. Donc voilà. Donc en fait, cette technologie depuis 2012, concrètement, elle ne s'est pas vraiment diffusée dans le système de soins. Je ne parle même pas de l'efficience, puisque c'est une technologie qui coûte à l'acquisition plus de 500 000 euros. Mais je pourrais peut-être le lire bientôt dans une étude qui sera publiée par le CHU de Bordeaux. Voilà, alors ça c'est la définition, et ces critères de pertinence et d'efficience qui sont essentiels au niveau national, parce que ce sont ces critères que notamment la Haute Autorité de Santé va utiliser pour déterminer l'accès, par exemple, à un remboursement d'une nouvelle technologie de santé. Et ça c'est une définition qui a été introduite lors de la création du forfait innovation, qui est un type de financement dérogatoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite éventuellement à aller voir sur le site du ministère. Alors vous allez me dire que peut-être vous ne visez pas forcément un remboursement, et donc finalement c'est peut-être pas forcément non plus très important de penser à ce type de critères, mais en fait si vous voulez vendre aussi votre technologie à l'hôpital, les commissions qui sont les commissions hospitalières qui s'occupent de l'intégration des innovations à l'hôpital et qui sont composées de la plupart du temps de médecins, de pharmaciens, d'ingénieurs médicaux, ils vont regarder aussi en fait la pertinence, la qualité des preuves qui vont être associées aux bénéfices cliniques, économiques ou organisationnels de la technologie de santé. Et donc, même au niveau local, c'est des choses qui sont regardées et qui sont importantes pour la diffusion d'une technologie après sa mise sur le marché. Encore une fois, il faut vraiment penser qu'il faut anticiper, il faut penser à la pertinence de la technologie avant la mise sur le marché et avant le marquage CE pour anticiper toutes ces étapes si on veut qu'après on ait une diffusion, on va dire, plus facile de la technologie. Alors c'est avec tous ces éléments de contexte que finalement la problématique qui se présente à nous, c'est toutes ces nouvelles technologies, ce foisonnement de technologies qui arrive actuellement et qui accélère avec le développement du numérique. Où sont les nouvelles innovations, celles qui vont être porteuses de progrès à la fois pour le patient, pour le système de santé. Et l'enjeu pour un établissement de santé comme le CHU de Bordeaux, c'est de pouvoir les identifier précocement, ces technologies, et de participer à leur développement et à l'évaluation de leurs bénéfices. Et donc c'est pour cette raison que on propose, on est en train de monter un process qu'on a appelé fabrique clinique pour détecter ces technologies qui sont à fort potentiel et favoriser le développement de partenariats public-privé sur le développement et l'évaluation de ces technologies. Alors concrètement,
Le but, c'est vraiment de promouvoir, de développer les projets partenariaux de recherche clinique et évaluative sur les technologies de santé. Il n'y a pas d'axe particulier qui ne se focalise pas sur un domaine ou sur un type de technologie particulier. Et l'objectif, c'est à la fois pour l'industriel de développer des niveaux de preuve qui vont être associés à cette technologie, donc d'apporter de la valeur par la preuve sur la technologie de santé proposée par des entrepreneurs. Et pour le CHU, c'est d'évaluer scientifiquement, de développer les connaissances sur une technologie prometteuse et participer à la publication, à l'avancement des connaissances scientifiques. Et pour cela, ce qu'on propose, c'est de collaborer et d'expérimenter ces technologies qui va être dans un cadre qui va être à la fois adapté au niveau de preuve, au type de technologie et au niveau de risque envisagé pour la technologie. Donc concrètement, pour entrer un peu plus dans le processus qu'on propose, la première étape, c'est une étape de prise de contact où si vous développez une technologie de santé et que vous souhaitez collaborer avec le CHU de Bordeaux, on va vous demander de remplir un petit formulaire qu'on a mis au point et qui va en fait nous permettre de mieux connaître la technologie de santé et sa maturité, ses impacts potentiels, ses intérêts potentiels, qu'ils soient cliniques, économiques, organisationnels ou tout autre impact potentiel. Et pour cela, donc, on s'appuie sur un petit questionnaire qu'on a développé et qui intègre notamment cette échelle TRL, donc, qui est issue du guide dont je vous ai parlé, du guide ministériel dont je vous ai parlé en début d'intervention, et qui va vous permettre de vous positionner en fonction de votre niveau de développement technologique et par rapport à l'objectif scientifique qui est recherché et au type de recherche qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, cette échelle, elle va nous permettre d'évaluer la maturité de votre technologie. Et du coup, déjà, dès l'étape de prise de contact, de vous dire si vous avez une technologie qui n'est pas assez avancée et de vous réorienter éventuellement vers l'université ou des structures qui font par exemple de la recherche fondamentale. Juste pour vous montrer un petit peu comment c'est structuré, donc vous avez une partie sur la description de la technologie, on va vous demander si ça répond ou pas à la définition d'un dispositif médical. Si ce n'est pas un dispositif médical, quel type de technologie, quelle définition ça répond. Cette fameuse échelle TRL, on va vous demander de positionner, et ensuite une description succincte de la technologie, de son principe, du contexte d'utilisation, les impacts potentiels et les intérêts potentiels de la technologie qui vont nous permettre un peu d'apprécier justement le caractère, l'intérêt scientifique de la technologie, puisque pour nous ça va être vraiment un critère important. Voilà. Et donc ensuite une partie sur déjà pour approcher un petit peu l'opportunité de monter un projet autour de la technologie, savoir si vous avez déjà un contact ou pas au niveau du CHU, et le type de recherche qui va être concerné, sachant que vous avez un glossaire après pour vous expliquer qui définit exactement chaque type de recherche, pour que vous puissiez un petit peu mieux vous positionner. Donc on a commencé à l'utiliser d'ailleurs notamment avec Unitech et avec des entreprises qui nous contactent directement. Mais l'étape d'après, ça sera de créer vraiment sur le site du CHU un portail pour que ce soit plus accessible. Mais déjà les partenaires avec qui on travaille, donc ADI, Unitech, ont accès à ce questionnaire et peuvent, lors d'une mise en relation, vous le proposer. Donc ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a cette étape de mise en contact qui a été réalisée, ça va être pour nous d'évaluer l'opportunité que le CHU a de s'engager dans un partenariat avec le demandeur. Et ça,
les critères véritablement importants sur lesquels on va s'interroger, donc c'est la maturité technologique pour voir si on est dans un champ de recherche qui correspond aussi au champ d'intervention du CHU. Est-ce qu'on n'a pas l'intérêt d'un porteur de projet au niveau du CHU, donc un médecin qui va être d'accord pour porter un projet, qui est intéressé, qui trouve intéressante la technologie. Donc ça, soit vous avez déjà des contacts au niveau du CHU, et du coup, c'est une étape qui sera faite, soit vous n'avez pas de contact, on peut vous aider aussi peut-être à rencontrer des porteurs de projets potentiels. Ensuite, le point important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que le projet va présenter la technologie à un potentiel de recherche, à un potentiel scientifique, clinique, organisationnel ou économique intéressant, et est-ce qu'il y a une question de recherche originale par rapport à l'état de l'art. Puisque pour nous, c'est vraiment important, puisque c'est vraiment... en gros, on n'est pas une CRO. Donc le but, c'est pas d'offrir aux industries des prestations ciblées, ponctuelles, pour par exemple la méthodologie d'un essai clinique qui va servir à la mise sur le marché, ou fournir des services de monitoring. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de développer des projets collaboratifs avec un intérêt scientifique et une vraie question de recherche. Et puis aussi, évidemment, à cette étape-là, on essaiera de voir, de screener si on peut déjà identifier des sources de financement pour un potentiel projet. Donc si, une fois qu'on aura un petit peu évalué tout ça, on proposera le projet au directeur ou à différentes instances de la recherche au niveau du CHU Bordeaux pour voir si on s'engage sur le montage du projet. Alors là, je vous ai mis quelques exemples depuis l'année dernière de projets qu'on a suscités avec ce type de méthodologie. Donc, on travaille notamment avec un industriel du domaine de la radiométrie, donc de l'imagerie computationnelle, qui nous a sollicité, qui voulait en fait vendre son système au CHU, et finalement, en discutant avec un porteur de projet du CHU, on a identifié une question de recherche intéressante, et on a donc déposé une lettre d'intention au programme de recherche clinique interrégional qui a été d'ailleurs retenu cette année, et donc la collaboration se poursuit. On a aussi comme typologie de projet des projets de recherche et développement collaboratif avec des industriels. Donc ça, c'est des projets qui sont portés par les industriels et auxquels le CHU participe et a en responsabilité des work packages plutôt cliniques. Et donc là, c'est sur le développement d'un DM d'autotransfusion qui est un financement BPI. Au niveau de notre unité, on développe aussi des projets d'évaluation médico-économique. Donc là, alors c'est pas l'industriel qui est venu nous voir, c'est plutôt nous qui sommes allés le chercher, puisque c'est un petit peu le champ de recherche aussi de notre unité avec Nathalie Hayes, qui porte d'ailleurs au fond de la salle, qui est économiste de la santé de la direction de la recherche clinique et de l'innovation. Donc pour vous dire aussi qu'on peut faire des projets d'évaluation médico-économique sur données de vie réelle, puisque là, c'est notamment un projet qui fait appel aux bases de l'assurance maladie. Donc on a cette capacité, cette compétence de développer aussi des projets d'évaluation de technologie de santé sur données de vie réelle. Et puis aussi de manière un peu plus ponctuelle, on peut accompagner par exemple un industriel qui souhaiterait déposer un dossier de forfait innovation. Donc c'est le forfait innovation, c'est le financement dérogatoire dont je vous parlais au début de l'intervention. On peut accompagner un industriel sur l'élaboration de ce dossier, et c'est ce qu'on fait actuellement pour un industriel qui propose une technologie d'intelligence artificielle diagnostique en cardiologie. Et ensuite, on peut aussi ponctuellement proposer des évaluations d'usage. Là, par exemple, c'est un exemple où on étudie l'intérêt clinique de la réalité virtuelle dans une certaine application clinique.
Voilà. Alors pour monter ces projets, donc l'équipe de la direction de la recherche clinique dirigée par Jonathan Belcastro propose donc, plusieurs départements qui participent au montage de ces projets. Donc ça, on vous orientera sur l'un ou l'autre de ces guichets en fonction de la typologie du projet, de qui porte le projet, si c'est le CHU ou l'industriel. Et notamment, donc, moi, je suis là, dans le département innovation et évaluation médico-économique. Et nous, donc, avec Nathalie Hayes, on s'occupe plus particulièrement du montage des projets de R&D un peu plus amont que la recherche clinique, donc qui vont comporter aussi des étapes de développement de la techno en collaboration avec le CHU. Donc, je vous en ai parlé, mais je vous le redis, on est aussi sur le montage des projets d'évaluation médico-économique. Et puis, on a aussi une activité pour la direction des achats de l'établissement d'aide à la décision sur l'investissement de certaines technologies. Donc, pour conclure, donc ce processus, donc la fabrique clinique, c'est un processus qui se veut clair, transparent, de détection de technologies prometteuses, qui nécessite une étape de recherche supplémentaire. Une fabrique de projets partenariaux public-privé avec l'objectif de faire progresser les connaissances médicales et scientifiques, et donc aussi d'augmenter la valeur des innovations qui sont proposées par les industriels. Et l'idée, c'est d'être dans un processus gagnant-gagnant, et dans une logique de partage de risques entre l'hôpital et l'industrie. En revanche, ce n'est pas un processus d'achat, ce n'est pas un processus de promotion ou de diffusion d'une technologie de santé, et ce n'est pas non plus un processus qui se substitue à la recherche qui doit être menée par les industriels, et notamment les essais cliniques support à la mise sur le marché. On ne va pas se porter promoteur, par exemple, d'un projet qui va dans l'objectif, dont le seul objectif va être la mise sur le marché s'il n'y a pas derrière un intérêt scientifique évident à ce projet. Et donc ça, je vous l'ai dit, mais je le dis, du coup, c'est pas non plus, on n'est pas une CRO, donc ce n'est pas un service de prestation à la carte pour qualifier réglementairement une technologie ou assurer la méthodologie d'une partie d'un projet, ou la vigilance, ou toutes les différentes tâches de la mise en œuvre d'un projet, puisqu'on peut avoir parfois ce type de demande. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général? Une question. Vous avez dit à un moment qu'il faut un médecin intéressé par la technologie. Est-ce que ça peut être un pharmacien? Oui, en fait, oui, tout à fait. C'est un porteur de projet. Là, j'ai cité le médecin parce que c'est le cas qui se présente le plus. Mais oui, les porteurs de projet, ça peut être tout type de professionnel de santé à partir du moment où on a un objectif scientifique. Il n'y a pas de restriction là-dessus. J'ai une petite question. C'est très intéressant comme approche, mais deux questions. Comment votre méthodologie se superpose à celle, par exemple, d'Axellence? C'est ça. Alors, j'ai encore une question comme ça. Alors déjà, mais même finalement, il n'y a pas de souci parce que en fait, Axiellence, quand Axiellence existait, on a travaillé sur l'accompagnement avec eux d'industrie, de porteurs de projets industriels, mais c'était uniquement dans les projets qui se sont présentés pour des projets à promotion industrielle. Là, le but, c'est aussi de générer du projet qui sera porté par le CHU de Bordeaux et pas par l'industrie. Donc, ce qui n'était pas le champ d'Axellence, et a fortiori maintenant que l'aventure va se terminer. Voilà. Une autre question, si lors de cette collaboration, il y a la propriété intellectuelle qui surgit,
Comment est-ce que ça s'organise avec le CHU? Est-ce que le CHU est partenaire du projet? Est-ce qu'il, en dehors de ses compétences, est-ce qu'il peut être amené à amener du cash pour supporter le projet? Comment ça fonctionne? Et quelle relation avec les SAT qui n'ont pas encore disparu? Oui, non, mais alors ça s'articule très bien. Alors après, sur la propriété intellectuelle, ça va évidemment dépendre du stade de la maturité de la technologie, quand le porteur de projet va venir nous rencontrer. Parce que là, quand je vous parle de ce type de projet et des projets que je vous ai présentés, alors on a des projets avant le marquage CE, mais on a aussi des projets après le marquage CE. Donc en fait, je ne peux pas vous faire une réponse vraiment. Si on est impliqué, si on a un apport clair dans un apport inventif dans le développement et dans la construction de la technologie, oui, on va revendiquer une part de propriété. Et là, notre mandataire pour la gestion de cette propriété intellectuelle, c'est la SAT. Donc on s'articule très bien à ce niveau-là avec la SAT. Oui, alors la SAT, c'est la Société d'accélération du transfert de technologie. C'est Aquitaine Sciences Transfert qui est en fait l'organisme partenaire de l'université, du CHU et de beaucoup d'institutions académiques sur le site sur le site bordelais pour la valorisation de la propriété intellectuelle et des innovations qui sont issues de l'environnement académique. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez une autre question. Non, c'est bon. Merci. Une petite question timing générale. Entre un premier contact sur un projet industriel et le moment où vous signez un premier accord, c'est quoi est-ce qu'on est sur 1 an, 6 mois, 2 ans, d'une manière globale donc ça varie entre combien et combien Alors j'ai pas de délai vraiment. Je ne peux pas vous répondre vraiment sur les délais, mais je pense que vous faites référence à des expériences, peut-être, à du vécu, peut-être. Enfin, je n'aurais pas de relation avec la question, mais je parle dans ma présentation avec la personne qui... Non, mais je veux dire, c'est que ce processus, en fait, c'est aussi à partir de l'expérience passée qu'on propose de mettre en place ce processus et qui a pour objectif aussi d'accélérer un peu toutes ces étapes en proposant clairement un guichet et une orientation possible dès les premières étapes. Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas trop où s'adresser, etc., rien que cette étape-là, de prise de contact des bons interlocuteurs, etc., ça peut prendre beaucoup de temps. Et ensuite, on peut prendre du retard et avancer sur le projet, et puis finalement trouver d'autres interlocuteurs qui vont vous dire mais oui, mais vous n'avez pas fait ça, etc. Donc l'objectif de la mise en place de ce processus, c'est aussi de fluidifier ça. C'est aussi de fluidifier tout ça. Donc on ne peut que aussi s'améliorer là-dessus, j'espère, avec ce processus. Il n'y avait aucun vécu. Excusez-moi, je n'ai pas été là au tout début. La structure, elle existe depuis combien de temps? Parce que je vous pose peut-être une question. Secret. Secret, c'est en cours de création. C'est en cours de création. Et on a déjà, notamment avec Unitech, commencé à expérimenter sur des dossiers. Et du coup, là, sur une sollicitation assez récente, on a une réunion qui va s'organiser bientôt. Donc, voilà. L'objectif, c'était aussi ça. C'était aussi d'améliorer et de favoriser ces contacts. Je suis vraiment désolée, mais dans le temps imparti, on ne va pas pouvoir répondre directement à toutes les questions. Ce que je vous propose, c'est de poser une question après les interventions au moment du pause. Je suis désolée. Il faut qu'on avance un peu dans les présentations. Voilà. Je vous propose de laisser la parole du coup à Stéphane Lafitte. Merci beaucoup. Merci. Merci à mon tour de remercier Unitech pour l'invitation. J'ai été surpris parce que ça me faisait sortir de mon champ finalement de facilité d'exercice pour venir partager une expérience qui n'a à ce jour rien de formel
Et quand j'entends Laurent ici qui présente une volonté de la direction d'organiser les choses, je suis on va dire, ravi. Et puis après, on verra comment les choses se mettent en place, parce que probablement il va y avoir un phénomène d'aspiration de projet, et on sait après comment ça peut rapidement devenir pénalisant. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis j'ai eu une cardiologie, ça ne veut rien dire, professeur de cardiologie. J'enseigne donc à l'université et j'exerce également des activités de soins et de recherche. C'est ce qui est spécifié ici dans des cadres institutionnels qui sont ceux de l'environnement CHU pour le soin. Pour l'université, c'est là que va s'effectuer principalement l'enseignement, et puis la recherche au sein de l'INSERM 1034. Encore une fois, c'est peut-être important pour que vous compreniez, notamment les expériences que nous avons pu monter avec certaines startups ces dernières années, de mieux saisir mon profil. Mon profil, tout d'abord, dans le cadre de la santé, c'est celui d'être particulièrement investi dans tout ce qui est un domaine en mutation perpétuelle, qui est celui de l'imagerie cardiovasculaire. Et attenant à cette sous-spécialité, il y a celle de la gestion des pathologies valvulaires, cardiaques, qui est un domaine en pleine mutation, puisqu'aujourd'hui on subit ou on bénéficie d'une révolution où on a pu ouvrir les thorax pour remplacer les valves, et on est passé dans une approche complètement interventionnelle, on passe par les vaisseaux, juste pour comprendre la nécessité sans arrêt de se mettre en cause, de se remettre en cause, d'évoluer sur le process, et de surtout ne pas être figé. C'est ça vraiment, en tout cas, qui est un élément primordial de mes activités. Concernant l'enseignement, j'œuvre au sein de l'université, au sein du second cycle, du troisième cycle. Et à ce niveau-là, là aussi, il faut savoir qu'on était dans un environnement qui était particulièrement figé et immuable depuis 2-3 décennies, et qu'il a fallu à un moment donné passer le cap de la digitalisation. Et qu'il fallait avoir un pied un peu dedans déjà pour passer ces épreuves et pour pouvoir faire la démonstration que finalement le e-learning, c'était possible. Et c'est effectivement ce qu'on s'est amené à faire ces 2 dernières années, où on a révolutionné un peu la façon dont on enseigne la cardiologie dans le second cycle pour justement rentrer dans des concepts de e-learning, mais également d'accompagnement, de classe inversée, des choses qui sont peu ou pas connues en France, et notamment dans le domaine de la santé qu'on est allé chercher côté outre-Atlantique, notamment au Canada. Donc là encore un élément qui est là pour vous démontrer cette approche un peu innovante et cette volonté de s'ouvrir pour être le plus efficient possible. Et puis quand je faisais ces petites diapositives, je ne sais plus quand, ce week-end probablement, je réfléchissais également quelles étaient mes actions en termes organisationnels. Et je m'apercevais que quand même il y avait un impact et une volonté de modifier les organisations, de faire en sorte que, là encore, que ce soit au niveau du soin ou ailleurs, il y ait la volonté de véritablement optimiser les ressources qui sont quand même malgré tout complètement restreintes au sein de notre institution, mais qu'on peut encore une fois optimiser, que l'on peut modifier dans leur fonctionnement, et notamment à travers la digitalisation. Et j'avoue que depuis maintenant 30-40 ans, j'ai un pied dans tout ce qui est numérique, avec des origines paternelles, puisque mon père était le directeur de la DSI du CHU de Bordeaux, et c'est probablement par cette expérience et cette histoire que j'ai très rapidement voulu et insisté pour qu'on puisse avancer, l'ensemble de l'institution puisse avancer dans ce domaine-là. Je vais avancer, j'avais 10 minutes de parole, c'est ça, on va accélérer. Et puis il n'y a pas que finalement un champ que l'on pourrait imaginer un peu fermé hospitalo-universitaire, puisque à un moment donné, il y a eu la nécessité de créer une SASU, donc rentrer dans le domaine vraiment privé, et là aussi ça permet de mieux comprendre tout ce qui est organisation d'une start-up, et puis après je passe sur d'autres expériences en matière de gestion de groupes de travail, de filiales d'imagerie, peu importe. Alors, ici est affiché finalement notre cadre et notre environnement institutionnel classique avec lequel on doit travailler quand on a un projet ou des besoins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'estime que notre système doit s'appuyer sur telle procédure ou process plus ou moins digital. Comment je vais trouver une réponse? Et là, le cadre institutionnel, il est quand même un peu rigide, voilà, on va dire les choses, où il va falloir rentrer dans des cadres juridiques, des cadres réglementaires,
qui sont plus ou moins marqués d'une visibilité nationale ou internationale, sinon on ne rentre pas dans les clous, et on sent qu'il faut rentrer dans ces clous. Il faut pouvoir postuler à des financements publics, et là aussi, ça va devenir très rapidement la croix et la bannière, ça va être compliqué, et on peut s'appuyer sur des équipes de ressources humaines, notamment au niveau universitaire, de recherche, mais elles sont en général extrêmement spécialisées et souvent un peu déconnectées de la réalité du clinicien. Et c'est vraiment ça qui était pénalisant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher, je pense à l'intelligence artificielle par exemple. On a le LABRI au sein de l'université qui a des unités de recherche spécialisées dans l'intelligence artificielle. Mais c'est vraiment de la recherche en intelligence artificielle. Alors que nous, cliniciens, il faut qu'on tombe une strate en dessous pour trouver des applicatifs cliniques de l'intelligence artificielle. Et à ce jour, en tout cas, n'existe pas ce type de strate intermédiaire. Bon, après, c'est vrai que l'environnement institutionnel peut proposer du matériel mutualisé, mais encore une fois, on n'aura pas la compétence pour aller, nous, utiliser le matériel dédié. Et puis, dans les points un peu négatifs, c'est une notion de formalisme, de formalisation. Quand on a un projet, il faut encore une fois rentrer dans des process qui sont extrêmement longs, laborieux, pénalisants. Et encore une fois, comme je vous le disais, le préambule, c'est qu'on travaille à ressources humaines extrêmement circonscrites et que ça devient quasiment impossible de rentrer dans ces cadres-là, avec des processus qui sont stricts. Loi d'adaptation, c'est que en général, c'est à nous adapter au système et c'est pas le système qui s'adapte à nous. Voilà, donc il faut faire des efforts perpétuels avec une temporalité que l'on connaît. C'est parfois, Christine, tu parlais de combien de mois sur les projets de recherche, ça peut être des années, parfois, avant que ça se mette en place, il ne faut pas se le cacher. Et puis avec un système, j'ai marqué évolution-mutation, bon là, Laurent peut couper l'herbe sur les pieds, parce que finalement, on voit bien que le CHU de Bordeaux est capable d'évoluer, et ça sera ma diapositive de conclusion pour montrer à quel point le CHU finalement est capable d'évoluer. Ceci dit, il y a 10-15 ans, quand on est rentré dans la numérisation du dossier patient au CHU, c'est donc la société Medalis avec laquelle le CHU a contractualisé, et il nous a mis un outil qui était inexploitable initialement, et pour laquelle il a fallu s'adapter, ça a été vraiment la croix et la bannière. Alors, pourquoi donc collaborer avec des startups? Pourquoi finalement aller chercher à l'extérieur ce que l'on pouvait imaginer avoir à l'intérieur? Eh bien, c'est parce qu'on a des besoins spécifiques et possiblement il y a des méthodes que l'on ne va pas retrouver au sein de l'institution. Et alors, les besoins, eh bien, il faut juste imaginer qu'ils sont, on parlait du soin, mais il n'y a pas que le soin. C'est des besoins qui sont dans le domaine de l'enseignement, de la pédagogie, des domaines de la recherche, et finalement, on peut trouver énormément de besoins qui vont correspondre à des développements, et à fortiori des développements portés par des startups et qui sont issus de la région. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une question posée, que nous posions une question simple, avec en face une réponse simple, parce que pour que ça soit alambiqué, et puis qu'il y ait une volonté de répondre à différents objectifs de recherche, de valorisation, eh bien là, on va finalement ne pas pouvoir travailler en direct et être efficace. Une volonté, c'est, ce qui est la définition de la startup quand même, c'est un haut niveau de célérité dans le traitement global. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, et qui finalement j'ai trouvé incommensurable avec l'existant au sein de l'institution. Un autre élément est le fait qu'il faut que ça soit accessible financièrement. Là, c'est qu'il existe des potentiels d'aller rechercher de l'argent extra-institutionnel, mais le moment où finalement la start-up est déjà à moitié viable et donc est en capacité d'amener des solutions est quelque chose qui est vraiment fondamental et une clé pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et puis, in fine, il faut qu'il y ait cette notion de synergie. C'est-à-dire que la start-up ne va pas venir nous chercher parce qu'elle veut commercialiser immédiatement et avoir un retour sur investissement. Il faut que le produit ne soit pas complètement mature, doit pouvoir avoir une marge de progression et que nous, professionnels de la santé, on va aider à la progression en même temps qu'on va bénéficier finalement de ce que va nous proposer comme solution la start-up. Alors, pour pas perdre de temps, je voulais juste vous faire un petit retour d'expérience. J'ai 5 diapositives là concernant des collaborations que j'ai eues avec des startups. La première, vous voyez, elle n'a rien à voir avec le domaine vraiment de la santé, puisque c'est dans le domaine de l'enseignement que, en 2016, on avait véritablement un besoin qui n'était absolument pas couvert par les plateformes numériques au sein de l'université, et on avait une nécessité d'évaluer un certain nombre de groupes d'étudiants qui allaient de 100 à 200, voire 300 étudiants, et il n'y avait aucune possibilité à l'époque de travailler avec le numérique.
dans tout ce qui existait encore une fois au niveau des universités. Et là, c'est une start-up du sud-est de la France qui s'appelle Evalbox qui nous a proposé de débuter un travail collaboratif avec eux, et encore une fois avec un produit qui n'est pas complètement fini, qu'on a aidé à finaliser, et surtout qu'on a mis en application pour une diffusion après qui a été d'abord régionale et nationale. Et là, immédiatement, il y a eu un retour sur investissement de la start-up qui nous a fait confiance dans un premier temps. Donc il y avait une contractualisation qui était un peu tacite, avec un niveau de valorisation financière qui était quand même très limité, puisque l'université n'avait pas du tout envie de faire des chèques envoyés à quelque chose qui était à l'extérieur de l'institution et a fortiori qui n'avait pas été validé. Mais après 2-3 ans, on a fait la démonstration que autant pour tout ce qui était diplôme universitaire, 3e cycle, mais également la mise en place de programmes de formation continue pour les médecins qu'on appelle les DPC, c'était un modus operandi qui fonctionnait, c'est-à-dire d'externaliser un service, notamment par une start-up. Et finalement, c'est une interaction qui se fait de façon très intelligente, avec la capacité même d'Evalbox de faire mûrir et d'évoluer sur d'autres produits. Et maintenant, avec 3 ans de recul, je crois qu'ils n'ont pas été perdants, puisqu'ils sont référencés maintenant comme système d'évaluation au niveau de l'ensemble des centrales des auto-écoles, au niveau national. Donc vous voyez, il y a eu vraiment une mutation, un passage, et qui a débuté avec simplement une petite interaction, parce qu'à un moment donné, il y avait un besoin, et que l'interaction s'est faite très simplement. Un deuxième exemple, qui a été effectué, je vais passer rapidement, alors je ne sais pas si on est vraiment dans le cadre de la start-up, il s'agit ici d'une collaboration avec une junior entreprise de l'École nationale des sciences cognitives. Alors est-ce que ça rentre dans le cadre d'une start-up? Mais tout au moins, l'approche est à peu près similaire, puisqu'on est quand même déjà dans le milieu pré-industriel, en tout cas pré-industrialisation. Et l'idée ici, ça a été de travailler avec eux pour créer une application. Je vous ai mis les temps ici de mise en œuvre, il a fallu 18 mois globalement pour aller au bout du projet, pour arriver à une application qui est exploitée et exploitable à ce jour. Et globalement, cette interaction a été assez prolixe et assez efficace. Maintenant, peut-être avec un petit bémol, c'est-à-dire que dans le cadre d'une junior entreprise, un projet, une fois qu'il est terminé, il est clôturé, il n'y a pas d'évolution possible. Alors que dans l'exemple précédent, il y avait et il y a encore un phénomène d'auto-entraînement du projet qui permet à la start-up et à nous-mêmes de continuer à nous développer. Et c'est ce que je trouve intéressant, à savoir qu'il n'y ait pas à un moment donné quelque chose qui soit rompu dans une collaboration et qui se construise dans le temps. Un retour d'expérience numéro 3, c'est avec Nicolas Pagès, qui est un interne en anesthésie, qui a pris 2 années finalement pour créer sa start-up, qui s'appelle la start-up Statelia, dont l'objet est une plateforme de télésurveillance initialement créée pour les patients ambulatoires de chirurgie, et la collaboration s'est effectuée, et quand je me remémorais l'historique, je n'arrivais pas à être certain vraiment de la célérité finalement à travers laquelle s'est créé le projet, mais il s'agit d'un projet qui a débuté il y a moins d'1 an, en fait, de façon assez extraordinaire, et pour lequel la start-up, donc Statelia, qui était déjà en mode de fonctionnement partiel à travers un premier projet sur la chirurgie ambulatoire, s'est adaptée en quelques mois, et en quelques mois, c'est véritablement en 2 mois, pour modifier leurs algorithmes, pour modifier leur architecture web, afin de proposer un produit, et un produit qui finalement a été opérationnel en moins de 3 mois, mais surtout qui rentrait dans un business model dont la possibilité juridique, le cadre juridique venait d'être mis en place, et là je parle de mars 2018. Donc en mars 2018, se crée une valorisation de la télésurveillance des patients insuffisants cardiaques, mars 2018. Un premier contact avec Nicolas Pagès s'effectue dans les 2 mois qui suivent, et au mois d'août, il déployait la première solution de télésurveillance avec, encore une fois, quand je vous parle d'un business model, c'est-à-dire qu'après avoir contractualisé avec l'Agence régionale de santé et le fait de rentrer dans un programme qui s'appelle le programme étape de valorisation financière, chaque patient qui est inclus dans le dispositif de suivi permet un remboursement autant pour le médecin qui est prescripteur, mais que pour l'entreprise, à savoir la start-up qui porte le dispositif. Donc on a ici un modèle quand même assez surprenant et je dirais très positif d'une interaction qui va se faire parce qu'à un moment donné, il y avait un besoin. Le besoin c'était à travers mon service, il fallait que je puisse suivre des patients par un système de télémédecine et que je savais qu'il y avait une fenêtre de tir qui venait de s'ouvrir avec cette capacité de la CPM de rembourser un acte.
Et les croisements des chemins a fait qu'en quelques mois, on a pu mettre quelque chose qui était particulièrement opérationnel. À ce jour, on est en phase d'évolution et je pense que c'est encore ça qui est particulièrement intéressant, c'est-à-dire que vous, en tant que CIO de start-up, il faut que la collaboration vraiment puisse être bilatérale et qu'à un moment donné, dans l'évolution de votre start-up, vous puissiez vous appuyer sur la compétence médicale notamment, qui va vous donner des projections de montée en puissance de votre business. Alors, l'expérience numéro 4, bon là c'est avec la startup d'Eski, je te laisserai la parole un peu plus tard, mais rapidement. Là aussi, un très beau projet, date de mise en œuvre, le début du projet c'était 2018, donc c'était il y a peu de temps, je crois que les premières rencontres c'était novembre-décembre. Décembre 2017. Décembre 2017, alors ça a été, d'accord, tu as vu l'historique de façon un peu plus précise. Ouais. Ça a été un petit peu plus long parce que là, le cadre juridique de traitement d'information n'était absolument pas en place. Il s'agit en fait d'un projet d'analyse des images échocardiographiques par intelligence artificielle. Et là, donc forcément, qui dit intelligence artificielle dit la nécessité d'exploiter des masses de données que seul le CHU possède. Et là, vous me voyez venir avec le problème de réglementation, les RGPD qui sont tombés sur le coin de la figure. Bien évidemment, tout ne pouvait pas être fait sans un minimum de cadre. Et c'est vrai que la société d'Eski a bataillé un petit peu, on va dire un petit peu, mais en 12 mois, les solutions étaient trouvées quand même, à peu près, quelque chose, peut-être me donnera ton avis. Mais moi, j'ai trouvé que ce n'était pas si pénalisant, mais avec en tout cas un élément qui est capital ici, puisque l'idée c'était que les données restent au sein du CHU, traitées au CHU, exploitées au sein du CHU. Ce qui a amené à tordre le cou au process qui avait été imaginé par la société d'Eski pour qu'ils viennent au sein du CHU pour pouvoir mettre en place leur serveur et exploiter les données. Et là, je vous remercie parce que véritablement, si vous n'avez pas eu l'intelligence, alors j'espère que ça sera pour le futur le bon choix stratégique, mais l'intelligence en tout cas de vous plier à cette obligation, je crois qu'on n'aurait pas pu en tout cas débuter ce partenariat. Et tu parleras sûrement des résultats qui sont très prometteurs à ce jour. Et puis, je terminerai par vraiment deux micro-projets qui sont des projets en cours de construction. Tout d'abord avec une société, je ne sais pas si c'est vraiment une start-up qui s'appelle Thingba, dont l'objet est de faire de l'impression 3D. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, on a véritablement besoin de cette impression 3D pour mener jusqu'au bout l'optimisation de la prise en charge des patients dont je vous parlais, ceux qui ont opéré, qui n'opèrent plus, pour lesquels on passe par les vaisseaux. On a besoin de matérialiser leur cœur avant d'implanter des systèmes. Et la société, en tout cas, n'est pas rentrée à ce jour dans le domaine médical. Et on a commencé à pourparler, à voir ce qui était possible de faire avec eux en faisant des tests, des prototypes. Et là, l'histoire va se mettre en place progressivement. Et je termine donc avec une expérience que j'aimerais, alors pour le coup, qui prenne pied très rapidement, avec cette structure, cette boîte qui s'appelle Postello, et dont l'objectif est de nous faciliter la facturation de la téléexpertise. Et pour cela, donc, ben oui, le côté un peu connaisseur, ça fait 25 ans que je travaille dans l'institution, le réseau intra-institutionnel quand même n'est pas méconnu, et bien au contraire, et le fait de pouvoir rentrer en interaction immédiatement entre personnellement une structure de soins et les systèmes de direction des affaires financières a permis en tout cas d'obtenir un premier rendez-vous pour lequel la directrice des affaires financières est assez sensible à ce que peut nous proposer en tout cas la société Postello. Voilà, donc j'en ai terminé, j'espère que je suis rentré dans le timing, mais sûrement pas, comme d'habitude. L'idée c'était quand même, sur ces 5 points, de vous dire qu'il est vraiment important, à mon sens, hein, que un des premiers contacts soit avec un médecin qui exprime un besoin. Et il faut que le besoin corresponde finalement à ce que la start-up est en capacité d'apporter. Et que là, il faut que cette synergie soit la plus parfaite possible. Il faut que le médecin en question, alors les choses vont changer puisque vous avez bien compris que le CHU est en train de structurer une entité spécifique, mais jusqu'alors elle n'existait pas cette entité. Il faut que le médecin ou le pharmacien ou peu importe ait une connaissance quand même assez profonde de son organisation institutionnelle, de telle façon qu'il puisse être vraiment facilitateur pour l'institution.
tu ne poseras pas à ce que je suis en train de dire, pour dire que quand même les portes ont été ouvertes sur des DRCI, sur des DSI, afin de pouvoir être facilitants. Cette notion de mise en réseau est vraiment très importante. Et encore une fois, je crois que dans un monde moderne, la mise en réseau et le réseau est quelque chose qui est vraiment exploité au maximum. Et ce réseau fonctionne en extra-institutionnel, mais aussi en intra-institutionnel. Et après, il faut que le milieu soit facilitateur. Et là, encore une fois, je remercie Philippe Vigourou, c'est-à-dire le directeur du CHU, mais toute son équipe dans cette la DRCI, parce qu'à ce jour, et je connais un petit peu le terroir, notamment national, à ce jour, le CHU de Bordeaux est quand même le plus actif en matière de promotion de projets, et notamment de tout ce qui est relation avec les startups. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions et je suis à votre disposition. Je peux prendre une ou deux questions rapidement et puis après sinon je vous inviterai à discuter avec M. Lafitte au moment du cocktail. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent poser une question? Non, pas pour l'instant. Alors, je vous propose qu'on passe à la présentation du coup des startups. On va commencer avec voilà. Bonjour, je m'appelle Bertrand Mal, je suis interne au CHU de Bordeaux et docteur en biomécanique, et en même temps j'ai créé il y a 3 ans Deski, qui est une société qui développe des solutions d'intelligence artificielle dans l'imagerie médicale. Donc ça fait 3 ans qu'on est créé, on a 5 salariés. Notre spécialité c'est le deep learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle, et nous, notre cœur de métier c'est vraiment l'imagerie. On a travaillé sur différents projets, différents types d'images, radiographie, IRM, et là on se concentre énormément avec le professeur Lafitte sur l'échographie, avec l'objectif de, grâce à l'intelligence artificielle, démocratiser l'usage de l'échographie, le rendre accessible à des médecins non spécialistes, médecins généralistes, urgentistes, voire des paramédicaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, notre matière première, en fait, ce sont les données. Ce qu'on fait, grosso modo, en fait, c'est apprendre à nos algorithmes à reproduire l'analyse d'experts. Donc, comme le professeur Lafitte, quand il analyse une échographie, donc il fait une analyse, et nous, on tente avec nos algorithmes de reproduire cette analyse d'experts. Et pour créer ces algorithmes, on a besoin d'énormément de données. Et c'est pour ça que le partenariat qu'on a fait avec le CHU de Bordeaux, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, par rapport aux données, donc il faut se rendre compte qu'il y a 32 CHU en France. Ça représente 21% des activités, des séjours en France. Et donc du coup, en fait, avoir accès à l'ensemble des données d'un CHU, c'est d'un seul coup avoir accès à une base de données qui est quasiment représentative un petit peu de la population française. Et donc ça a un intérêt vraiment qui est très fort pour nous, où on veut construire des algorithmes qui soient robustes et qui puissent être utilisés dans l'ensemble de la France, même de l'Europe. Donc ça, c'est déjà très intéressant. En plus de ça, en fait, en termes de population, c'est très intéressant parce que l'activité du CHU est très diverse, et donc on va avoir des pathologies diverses, on va avoir des types de populations qui sont pas normées, on va dire, diversification des bases de données, donc c'est très important. Ce qui est aussi important aussi, c'est la qualité. On ne veut pas que ces données soient analysées, on veut que ces données soient analysées par des experts. Et donc, dans les CHU, il y a des centres experts. Donc là, je donne un exemple, par exemple, le CHU de Bordeaux, par exemple, était dans le top 100 de Newsweek des hôpitaux. Souvent dans les 3 premiers des classements des hôpitaux. Donc c'est des endroits qui sont réputés pour leur qualité de la médecine. Et puis en plus, et ça aussi c'est très important, c'est des centres où un des cœurs de métier c'est faire de la recherche. Et nous, avec Deski, c'est vraiment quelque chose de très important. On est vraiment à un stade précoce, on développe des solutions conjointement avec le service. Et c'est ça qui est très important. Et enfin, ce qui est aussi un gros avantage, c'est qu'on a accès à des données qui sont analysées en continu. En échocardiographie, par exemple, il y a 17 000 examens qui sont faits chaque année. Et en fait, un des intérêts des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est qu'au fur et à mesure où on leur donne des nouvelles données qui sont analysées, l'algorithme s'améliore. Donc il y a un vrai intérêt à construire un partenariat dans le temps avec les CHU. Alors, les petits stats. Donc on a travaillé sur 2 projets avec le CHU de Bordeaux. Un projet avec le professeur Doucet et le professeur Tourdias sur la neuroimagerie,
et un projet avec le professeur Lafitte. Sur le projet avec le professeur Doucet, au final, le départ, on a remporté un concours, un Labex Trail, donc en avril 2017. Et on a réussi à signer le contrat de collaboration en juillet 2018. Donc au final, 14 mois entre le moment où, d'un point de vue scientifique, en fait, le projet a été validé et on a pu concrétiser le contrat. Je vais vous expliquer, il y a plein de raisons pour ça, et l'idée c'est plus d'apprendre des problématiques sur lesquelles on a eu des problèmes avec le CHU, des discussions avec eux, et comment on a réussi à trouver des solutions. Et après le projet avec le professeur Lafitte, donc sur l'échographie, donc on a remporté aussi un appel à projet organisé par la SAT, donc en décembre 2017, et on a signé le contrat de collaboration en fin février 2018, donc 15 mois pour obtenir la signature du contrat de collaboration. Ce qui était très particulier, et le professeur Lafitte l'a dit, c'est que pour ce dernier contrat, on a mis en place un serveur, DESCI a mis en place un serveur de calcul de haute performance au sein du CHU pour pouvoir développer ces algorithmes, parce qu'à l'heure actuelle, le CHU n'avait pas l'infrastructure et la capacité de calcul pour que nous on développe nos solutions. Alors, pourquoi? Donc déjà, il y a quelque chose qui est quand même, il faut le dire, l'échelle de temps n'est pas la même pour une start-up et un CHU. C'est-à-dire que les mois pour une start-up, on est sur des problématiques de survie. Comparé au CHU qui sera là très longtemps, enfin j'espère que DESCI durera très 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 longtemps, mais le CHU on est quasiment sûr qu'il sera là pour l'éternité. Après, il y a un objectif, nous, notre partenariat avec le CHU, c'est aussi une question de survie. Ce qui n'est pas forcément le cas du CHU. Donc c'est une priorité et ça a vraiment été affiché pour le CHU de faire des partenariats avec des startups, mais c'est une priorité parmi d'autres, peut-être même plus importante, c'est-à-dire de soigner les gens, c'est quand même le but actuel du CHU, faire la recherche. Moi je suis interne au CHU de Bordeaux et là je suis dans l'unité de méthodologie. Et je me rends compte que la DRCI gère un nombre incalculable en fait, de projets de recherche liés à l'ensemble des praticiens de l'hôpital. Donc, ils ont un boulot tout à fait conséquent, et en fait faire un partenariat avec des startups, c'est vraiment un travail supplémentaire qu'ils mettent en place et qui sont en train de mettre en place, parce que c'est quand même assez nouveau. Donc voilà. Après, par rapport au CHU, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a vraiment on ne parle pas à une seule personne. Au départ, et je pense que je ne sais pas comment ça va se faire, mais c'est quand même souvent un partenariat avec un médecin, qui est une force. Donc nous, on a eu la chance d'avoir avec le professeur Doucet et notamment avec le professeur Lafitte, des praticiens qui sont vraiment des moteurs très forts pour ces projets. Et sans ça, c'est vraiment très compliqué, je pense. Parce que ce sont des personnes qui sont reconnues dans l'institution et qui font avancer les choses. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Nous, ça a été un élément très important pour nous, pour que ça puisse réussir. Mais après, en fait, pas simplement, c'est des projets complexes, donc comme vous avez compris, d'accès aux données. Et donc, en fait, il faut qu'on discute avec la DRCI, mais aussi avec la DSI. Il faut se rendre compte qu'avant nous, quand on a commencé, il n'y avait pas encore de DPO. DPO, c'est lié avec la RGPD. Donc le DPO a été mis en place au cours en fait, de nous, on a mis en place le projet. Et puis en plus, il n'y a pas que le CHU, il y a la SAT, parfois l'INSERM, l'Université de Bordeaux. Et en fait, ça fait beaucoup d'acteurs en fait, pour pouvoir signer un partenariat pour travailler avec le CHU. Et alors, nous, de notre ressenti, c'est peut-être dans cette collaboration entre les différentes unités qu'il y a peut-être le plus de travail à faire pour permettre en fait que ça se fasse plus simplement. Moi aussi, je vois que j'avais la chance d'être interne au CHU et donc en plus en santé publique, et donc je connaissais un peu les acteurs, à qui il fallait parler, comment il fallait parler. On avait le professeur Lafitte qui nous aiguillait aussi. Et donc, du coup, ça facilite vraiment, mais c'est en fait peut-être en termes de communication entre ces différents acteurs qu'il y a le plus à gagner en termes de temps.
Et puis, il y avait un contexte, donc comme on l'a répété, en fait, la RGPD a été mise en place à chaque fois quasiment au milieu des deux projets. Et donc, les CHU, donc il y a tout un problème autour des données. Et les données de santé sont des données sensibles. Et c'est normal que les CHU, ils n'avaient pas commencé leur réflexion sur les données de santé avec la RGPD, mais donc du coup, il y avait quand même une crispation autour des données en lien avec la RGPD qui a été très forte. Et c'est normal que le CHU prenne le temps pour réfléchir à tous les aspects éthiques liés à la gestion des données de santé. Et nous, on est très contents d'avoir pu créer ce partenariat. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a quelque chose d'économique aussi, où on a commencé à dire que les données avaient énormément de valeur, beaucoup de valeur et tout ça, sans trop savoir vraiment quelle est cette valeur. Et donc il y a une crispation aussi un petit peu de savoir comment on va utiliser ces données et quelle valeur économique on va pouvoir leur donner. Hop là. Donc les conclusions. Donc, je pense qu'on a été quand même une des premières sociétés à vouloir travailler aussi massivement avec des données d'un CHU. Et donc on a un petit peu essuyé les plâtres, ce qui est normal, on pense. Et on voit qu'en fait les prochains projets vont vraiment être facilités, en tout cas sur l'accès aux données. On voit qu'il y a vraiment des choses qui ont été mises en place au sein du CHU et qu'il y a une vraie volonté affichée de l'ensemble. Là, cette réunion, c'est un très bel exemple, mais même de déclarations dans la presse du directeur du CHU, qui a une vraie volonté de travailler avec des industriels et qui n'ont pas peur de travailler avec des startups. Donc voilà, donc nous on a signé un accord cadre avec le CHU pour encore plus faciliter ces aspects réglementaires et pour pouvoir développer des nouveaux projets. Donc tout vient à point à ceux qui savent attendre. Donc c'est important, nous vraiment maintenant on a le sentiment d'être soutenu par le CHU et être mis en valeur. Donc c'est hyper intéressant pour nous parce que ça nous offre vraiment une crédibilité. Donc c'est un vrai intérêt fort. Et donc voilà, et nous on pense, comme l'expliquait le professeur Lafitte, qu'il y a un vrai intérêt à avoir ces collaborations avec des startups qui ont des qualités, peut-être plus d'agilité, d'obtenir parfois même des fonds que le CHU ne peut pas obtenir, et le CHU qui a des énormes qualités aussi, mais qui a aussi parfois des limites. Donc voilà, merci beaucoup et je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, si j'ai bien compris, votre volonté dans le futur, ce serait d'avoir moins d'interlocuteurs autour de la table pour faciliter les négociations. En fait, je ne sais pas exactement de quelle négociation vous parlez. Non, mais parce que vous avez mis à un moment donné qu'il y avait l'INSERM, les responsables du CHU, la SAT, et tout ça fait beaucoup de monde. Alors il y a deux choses en fait. Oui, donc pour répondre, en fait, dans la mise en place de ces projets, c'est des projets qui demandent en fait la collaboration de différentes structures. Donc le problème dans la mise en place, là il y aura un intérêt à ce que ce soit plus fluide. Et après pour la négociation, effectivement, nous ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça c'est tout un problème de la positionnement des SAC en fait, de manière générale, c'est-à-dire que c'est avec eux qu'on négocie. Mais au final, ils négocient eux de leur côté avec des autres entités et ils ne sont pas, il faut que les autres entités valident en fait ce que la SAT propose. Et donc la SAT se trouve souvent en porte-à-faux entre nous et les autres entités. Mais par rapport à votre business model, j'ai bien compris, c'est presque du sur-mesure par rapport au CHU de Bordeaux, ce que vous avez fait. Alors, si vous voulez l'étendre à d'autres hôpitaux, est-ce que vous allez être obligé de refaire le même parcours du combattant pour imposer votre système? Alors, nous, notre business model n'a rien à voir avec le CHU à l'heure actuelle, dans le sens où nous, c'est vraiment un partenariat recherche et économique avec le CHU pour exploiter les données du CHU, grosso modo. C'est valider l'algorithme. Le construire et le valider. Et après, nous, notre business model, c'est plutôt de vendre à des industriels. Donc, pour l'échographie, par exemple, c'est de le vendre à des gens qui fabriquent des sondes et intégrer nos algorithmes à l'intérieur de leur solution. Donc, c'est pas de vous multiplier dans d'autres établissements. Alors, à terme, on pense qu'on devra le faire, mais ce sera potentiellement pas forcément des établissements en France, mais plutôt des établissements aux États-Unis pour pouvoir en fait développer nos solutions à la fois sur des patients américains, par exemple, et des patients français européens. François. Je comprends que le CHU est responsable du traitement des données, et donc le CHU est soit le maître des données en quelque sorte. Par contre, je ne comprends pas bien qu'il y a un besoin d'aller physiquement
sur le site du CHU pour traiter ces données? Est-ce que c'est pas juste une question juridique en fait? Pourquoi il y a besoin d'aller, pas besoin de mettre le serveur sur le site du CHU? C'est un problème technique, c'est un problème réglementaire? C'est un choix des CHU. Les CHU ont décidé, alors je ne sais pas exactement si la décision a été unanime parmi les CHU, mais en tout cas à Bordeaux, ce qui a été décidé, c'est que les données ne sortiraient pas du CHU. Physiquement. Physiquement, exactement. Et donc c'est un choix, c'est pas forcément en lien d'ailleurs avec la RGPD. La RGPD ne demande pas à ce que ce soit fait. C'est un choix du CHU. Tu comprends je pense qu'à terme, quoi qu'il arrive, en fait, tout ça c'est. Non, mais moi je pense qu'il y a une réflexion autour de ça, mais je pense que c'est une étape de manière assez générale au niveau technologique. On va passer dans le cloud, je pense que c'est assez. Grosso modo, c'est les indicateurs poussent à ça de manière générale. Même le stockage du CHU va se faire dans le cloud au bout d'un moment. Il y a déjà des CHU qui sont en train de le faire. Nous, on n'est pas. Enfin, moi, je comprends vraiment la réflexion de dire il faut faire attention, c'est les données de santé. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Le CHU a une responsabilité, évidemment, mais aussi une responsabilité presque éthique à gérer ça. Un contrat moral avec des patients qui sont pris en charge. Pour être honnête, je le comprends. Après, je pense sincèrement que ça va évoluer. Moi, ça m'a absolument pas choqué. J'ai trouvé ça même implicite finalement, cette nécessité de ne pas toucher matériellement aux données et de les faire sortir avec tous les risques finalement aujourd'hui qui sont ceux des clouds. Même si on imagine un niveau de sécurisation maximal, ce ne sera jamais autant que physiquement des données qui restent au CHU. Donc, voilà, c'est encore des données sensibles pour lesquelles le CHU n'a pas le droit de se mettre en porte-à-faux. Après, je précise quand même que malgré le fait que les données soient au CHU, elles sont pseudonymisées. On ne travaille pas avec des données avec les noms des patients et choses comme ça. Donc ça n'empêche pas de faire tout ce qu'il faut faire d'un point de vue légal, réglementaire. Il y a la RGPD et puis enfin, on voit classique. Hein. Voilà. Très bien, je vous propose de passer par un. Bravo, Mirambo. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Daniel Mirambo. J'ai développé une application pour personnes diabétiques. Cette application est un dispositif médical de classe 2D. Donc ça demande du temps, pas forcément pour la faire, mais pour arriver à la certifier en réalité. Et en plus, on est en télésurveillance aussi. Donc, j'ai rencontré très tôt le CHU de Bordeaux avec le professeur Rigalo, puisque je l'ai rencontré en septembre 2016. Pourquoi? Parce qu'en mai 2016, j'avais eu le prix de président de la République au concours Lépine, avec le prototype, donc ça a fait un peu de bruit avec les médias. Ça m'a permis d'avoir quelques portes ouvertes et donc de rencontrer le professeur Rigalo. J'ai rencontré aussi le professeur Daniel Chasson. Ça c'est la vidéo. Vous voulez la lancer ou pas? C'est pas grave, on n'a pas les photos. Mais... donc en fait, et aussi le professeur Blanco. Donc ça a été 3 belles rencontres. Ils font partie de mon conseil scientifique. Je m'imagine, alors j'avais fait un prototype au départ pour ma mère, accompagné malgré tout par un pharmacien et Marc Lecomte, mon ancien, et le chef de service de diabétologie des DAC, c'est le docteur Bourri, évidemment. On ne fait pas une application médicale quand même sans avoir des médecins autour de soi. Mais je n'imaginais pas faire une entreprise si malgré tout je n'avais pas un aval de professionnels de santé un peu plus large. Et donc ça a été 3 belles rencontres parce que le professeur Rigalo de suite a vu le côté apport patient, parce que c'est quand même une application tournée de patients qui va créer une chaîne humaine qui part du diabétologue en passant par le médecin, l'infirmière, le patient, en incluant ses aidants autour. Chacun garde sa mission
C'est-à-dire le diabétologue va prescrire dans l'application. Ce n'est pas l'application qui a une intelligence artificielle qui va faire les choses toute seule. C'est la prescription que nous, on traduit en algorithme. Et ce sont ces algorithmes qui vont calculer les doses d'insuline, qui font après beaucoup de choses en réalité, et avec beaucoup de paramètres qu'aujourd'hui, que jusqu'alors on ne connaît pas encore. Et donc j'avais besoin quand même de cet aval de conseils scientifiques pour arriver à être sûr de déjà séduire des investisseurs derrière et à monter ma startup. Et derrière, ils m'ont accompagné après pour les tests cliniques, pour les certifications. Donc c'était 3 belles rencontres, et sans eux, c'est sûr que je ne serais pas ici. Parce que je ne concevais pas le fait de faire une start-up médicale sans avoir une aval scientifique. Je pensais que ça allait être les personnes les plus difficiles à convaincre. En fait, ça a été les personnes les plus faciles à convaincre. Tous ceux qui ont été difficiles à convaincre, ce sont ceux qui ne connaissaient rien à la maladie. Ceux qui connaissent la maladie ont vu tout de suite l'intérêt. Et aujourd'hui, pour vous dire l'intérêt manifesté, la télésurveillance, c'est juste, je dirais, un professionnel de santé qui se connecte à un patient en lisant des données sur un PC. En diabétologie, pour un patient diabétique, le plus important, c'est quand il doit faire sa dose, quelle dose il doit faire. Là, la télésurveillance, elle ne sert pas vraiment. Nous, on est en téléobservance, je dirais. Une 4e télé, dont on ne parle jamais. On parle de téléassistance, télésurveillance, télémédecine, mais pas de téléobservance. Et ces 3 professeurs ont vu ça. Cette observance d'une prescription qui a été validée, qui a fait l'objet de nombreuses publications médicales, mais qui malheureusement n'est jamais appliquée, ou très rarement appliquée chez les patients diabétiques, parce qu'elle est trop complexe. Et donc on en arrive à des extrêmes, c'est qu'on simplifie au maximum une prescription pour que le maximum de patients puissent l'appliquer. Mais, du coup, on a des déséquilibres diabétiques, on a de nombreuses hypos, de nombreuses hyper. Il faut savoir qu'un patient diabétique, la première année qu'il est découvert, va avoir 1 à 3 hospitalisations d'urgence pour des comas. Voilà. Et eux 3, comme le chef de Dr Loigné de Dax, ont tous vu cette opportunité. Et c'est grâce à eux que je continue. Voilà. C'est une rencontre. Un partenariat, avant tout, ce n'est qu'une rencontre humaine. Après, il a tous les papiers derrière, mais moi, j'en ai pas fait. Donc, c'était peut-être parce que c'était en 2016. mais bon, voilà. On m'en a pas proposé, en tout cas. J'ai cette chance, donc on n'a pas été très loin. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Mirambeau? Alors, une question. Qui est propriétaire de la technologie? Est-ce que vous avez collaboré avec l'hôpital? Alors, en fait, moi, le brevet, il existait déjà. Donc, puisque j'avais tout déposé quand j'ai fait le prototype. Donc, toute la propriété intellectuelle est à l'entreprise. L'hôpital a apporté des améliorations au cours de l'évaluation, le test de votre solution. Donc, il y a eu une amélioration du brevet. Oui. Alors, on était. Alors, par rapport au brevet, non. Puisque par rapport au brevet, je m'étais moi-même, j'avais lu, je m'étais mis à lire, j'ai une formation, j'ai une science de biologie cellulaire par ailleurs, je suis directeur de supermarché, donc ça n'a rien à voir. Et je lis beaucoup, et donc j'avais déjà lu beaucoup de publications sur les prises en charge de patients diabétiques. Donc l'algorithme que j'avais fait déjà dès le départ était déjà très bien reçu. Par contre, eux, ils m'ont beaucoup aidé à construire l'usage. En fait. C'est parce que dans une application, le plus important, c'est l'usage. Qu'est-ce que va faire l'utilisateur tout le temps? Comment il va le faire? Et comment faire pour qu'il comprenne facilement, que ça devienne plus un réflexe qu'une contrainte, en fait.
Les applications faites par les informaticiens, je le dis au mieux, informaticiens, puisque j'ai une équipe de bilan, sont souvent des applications que seuls les informaticiens arrivent à utiliser. Pourquoi? Parce que vous leur faites un cahier des charges, ils vous respectent un cahier des charges, vous mettez des menus partout, des fenêtres, vous passez sur, parce que nous on est en actif iOS, actif Android, et PC et tablette. Vous passez d'un menu sur un PC à un menu sur un téléphone, vous avez l'impression d'avoir traversé l'Atlantique. Il vous faut une carte GPS. Nous, c'est pas le cas. Et là-dessus, effectivement, le CHU nous a aidé aussi pour tous les tests, tous les montages aussi, puisqu'on a un dispositif médical bébé, on doit avoir forcément des notices, que nous on appelle manuel d'utilisation, qui nous ont beaucoup aidé là-dessus, en nous mettant à disposition des patients, des aidants, des médecins. Donc voilà. Avec aussi le CHU de Toulouse d'ailleurs, les enfants, le docteur Le Talec, les enfants du CHU de Toulouse. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-François Schaff. J'ai fait Postello il y a un peu plus d'un an maintenant. Et en fait, quand je me suis intéressé au secteur de la santé, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'était le retard du secteur de la santé en termes de transformation digitale, de transformation numérique. Pour illustrer ça, on sait par exemple dans les très grands CHU, dans les très grands hôpitaux, on a des process de travail qui incluent dans le process normal d'envoyer des données par fax. Voilà. Et c'est encore comme ça en 2019. Et quand on est comme moi, ingénieur, qu'on est dans le secteur privé, on se dit mais quand même c'est bizarre, le fax, moi j'en ai jamais utilisé de ma vie, j'ai 33 ans, j'ai jamais utilisé de fax. Donc ce qui vient se poser, c'est ce besoin de numériser, d'accélérer la transformation numérique de la santé. Parce qu'on est dans un contexte où le secteur de la santé il est en quête d'efficacité, parce qu'on a des problèmes démographiques, démographie médicale, et aussi de l'utilisation de la population, et qu'on a besoin vraiment d'efficacité. Et là, le numérique va pouvoir apporter énormément. Donc on s'est concentré sur un problème très particulier, qui est le problème de la demande d'avis médical, enfin des avis médicaux. Donc c'est quoi? C'est les médecins, ils savent pas tout. Et parfois, ils ont besoin, comme qui veut gagner des millions, ils ont besoin d'appeler un ami pour mieux soigner leurs patients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle demander un avis, ou ce qu'on appelle aussi la téléexpertise. Et en fait, on a vu que ces téléexpertises, comme elles sont faites aujourd'hui dans les différentes structures, dans les différents établissements, ces échanges, notamment entre la médecine de ville, donc les libéraux, et les hôpitaux, ils sont assez mal organisés. Ça passe par téléphone, par fax, par mail, Donc c'est désorganisé, c'est chronophage, les gens perdent du temps, et c'est pas valorisé comme un acte de soin, alors que c'est vraiment du temps passé par les médecins à soigner des patients, à être impliqués pour soigner des patients. Donc notre plateforme Postello, elle sert à faciliter tout ça. Elle sert à faciliter la mise en relation des professionnels, donc un médecin traitant qui a besoin d'une expertise, par exemple, diabétologue, pour équiper un diabète, il va trouver un diabétologue. Donc mise en relation, ensuite échange sécurisé sur la plateforme, et on va aider les structures à valoriser ces actes médicaux. Donc, je vous passe l'argumentaire commercial. En un mot, on rentre vraiment dans la case e-santé organisation qui a été évoquée par le professeur Lafitte. On va faire gagner du temps, de l'argent aux hôpitaux, aux médecins libéraux et à l'assurance maladie. Et on fait gagner quoi aux patients? Du temps aussi, puisqu'on va pouvoir éviter certaines consultations. Et ils vont pouvoir être traités mieux, puisque traités avec des avis d'experts en plus, sans avoir vu forcément le spécialiste. Donc on apporte de la qualité de soins et on va dépister plus précocement. Donc voilà, c'est une application web et mobile, donc on passe c'est de annuaire, messagerie, si ça vous intéresse, on peut en discuter plus longuement. Donc vous l'avez compris, on est vraiment sur une transformation qui est essentiellement une transformation d'usage. On va utiliser plus Internet, on va, comme l'a dit le intervenant précédent, vraiment c'est l'usage qui va faire la différence en e-santé. Et il y a quand même des défis techniques derrière ça. Il faut être irréprochable en termes de sécurité des données, on en a déjà parlé,
Il faut s'intégrer aux systèmes existants qui sont très complexes. Donc là, il y a vraiment un défi technique aussi à connecter tout ça. Nous, là-dessus, on a une approche open source, donc je ne vais pas parler plus largement. Et puis, bien sûr, on traite des données. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ces données de plus que ce qu'on fait déjà pour aider les professionnels de santé. Alors, maintenant que vous savez ce qu'on fait, je vais parler un petit peu d'un retour d'expérience sur ce que c'est d'entreprendre dans la santé. Moi, je ne collabore pas encore officiellement avec le CHU, donc plutôt qu'est-ce que c'est d'entreprendre dans la santé avec le tuto. Et quand on arrive dans le secteur de la santé, on a ce tableau, on voit beaucoup d'établissements de santé de toute taille, on a des tout petits, on a des très gros comme le CHU de Bordeaux, on a plus d'1 milliard d'euros de budget annuel, donc c'est vraiment comme une multinationale, on va dire. Et puis il y a tous les médecins libéraux qui sont soit seuls, soit en cabinet, etc. Donc dans tous ces gens à qui offrir des services, nous on a commencé par les libéraux en se disant il y a un besoin de faciliter l'expertise entre libéraux, un médecin traitant qui va demander à un professionnel, un spécialiste. En fait, on s'est complètement cassé les dents sur cette chose-là. On a eu vraiment du mal à juste faire tester notre technologie aux médecins libéraux, parce qu'ils sont très peu disponibles. Probablement qu'on n'apportait pas quelque chose de suffisamment utile aussi pour eux, c'est pas que, c'est aussi nous. Et donc on a vraiment eu beaucoup de mal, et on a fait ce qu'on appelle un pivot, c'est-à-dire on s'est aperçu que ce qu'on proposait était en fait plus pertinent entre la médecine de ville et le milieu hospitalier. Et donc on a commencé à démarcher des hôpitaux, des centres hospitaliers, et on s'est focalisé au départ sur des centres hospitaliers de taille intermédiaire, donc pas trop petits, mais pas trop gros non plus. Et on a été surpris parce que ça marche. C'est-à-dire déjà, moi je m'attendais à ce que ce soit très compliqué de rentrer dans ces structures, et finalement on arrive quand même à avoir des rendez-vous et à parler de notre techno et à avoir des gens qui testent notre techno. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Et bien sûr, le souci de ces structures, c'est que c'est quand même des grosses structures avec des temps de décision qui sont un peu lourds. Et donc voilà, on en a parlé plus tôt. Et c'est vrai que là où un libéral peut prendre une décision rapidement, un hôpital, il va mettre quand même 6 mois, on va dire, entre le premier contact et une signature de contrat. Et un autre point sur lequel je voulais insister, c'est que on a beaucoup de gens qui nous disent c'est super ce que vous faites, c'est nous utile, mais il y a quand même une certaine frilosité. Et ça c'est normal, on est sur quelque chose d'un peu nouveau, on est sur l'innovation. Et comme dans toute innovation, on a besoin d'aller trouver ce qu'on appelle les early adopters. Donc des gens comme le professeur Lafitte, avec un profil d'early adopter, il a envie de tester la techno, même si elle n'est pas complètement finie, même s'il y a encore du travail. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut aller chercher quand on entreprend en général, mais quand on entreprend dans la santé, on les trouve aussi. Donc c'est vraiment, il faut qu'il y ait dans ces structures des gens qui soient prêts à prendre des risques, et c'est une vraie prédote, parce que quand on développe un partenariat avec une startup, si c'est pas mûr, ça peut être compliqué à assumer par la suite. Donc on a besoin de prise de risque des deux côtés aussi. Et voilà, je remercie les différentes personnes qui ont pris part à ces risques pour que ça avance. Alors pourquoi aujourd'hui en fait on travaille plutôt avec des centres hospitaliers de taille intermédiaire? Pourquoi aller vers des CHU? En fait ça a déjà été dit avant, donc c'est facile. C'est qu'un centre hospitalier, nous ce qu'on rencontre, se comporte vraiment comme des consommateurs. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'efficacité et c'est difficile de co-construire avec eux parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein, comme beaucoup de consommateurs dans le grand public, on va dire on ne va pas co-construire. Voilà. Et donc un CHU, c'est aussi c'est là que se fait la recherche. Et donc c'est vraiment là qu'on va avoir en face des équipes de recherche qui vont être non pas dans la consommation d'un service déjà au point, mais dans ce que proposait le professeur Lafitte, d'aller plus loin et d'aller voir l'aspect médical, l'aspect socio-économique, d'aller plus loin que ce qui se fait déjà. C'est vraiment ça qu'on va pouvoir développer avec des structures type universitaires, avec l'aspect recherche. Donc c'est typiquement sur l'évaluation socio-économique de la télémédecine, il y a du boulot encore. C'est-à-dire que moi je suis convaincu que ça marche, mais quand on demande aux ARS, vous avez fait des expérimentations, où sont les données, parfois un petit peu déçu de l'aspect scientifique de l'évaluation. Un autre exemple, comme on en a parlé aussi, nous on n'est pas responsable du traitement des données. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les données qui sont échangées sur notre plateforme. On va regarder que les métadonnées, on va regarder s'il se passe des choses, mais on ne va pas regarder le contenu. Et là, c'est avec des équipes
soignants, des équipes de recherche, on va pouvoir se poser la question comment on va analyser ces données, qu'est-ce qu'on va en faire pour que ça ait un sens d'un point de vue médical. Et nous, on est des startups, on est des ingénieurs, on sait faire des algos, mais on n'est pas médecin, et on ne le sera jamais. On n'est pas des chercheurs en médecine. Donc ça ne peut se faire qu'avec des partenariats avec des équipes de recherche. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour nous d'aller vers des CHU. Voilà, donc je ne suis pas plus long que ça. Je remercie juste tous nos partenaires, bien sûr, et notamment les organisateurs de cette double meeting, et notamment l'IPEC, qui nous a proposé d'intervenir. Je vous propose qu'on passe à l'intervenant suivant, qu'on lui retourne les questions dans le comité. Bonsoir à tous. Donc, je vais être assez rapide puisque je ne vais pas vous retenir par cette chaleur. Je pense que tout le monde est à la plage. Donc, je vais juste présenter rapidement Nurea, qui est une startup que j'ai cofondée l'année dernière. Et en fait, nous on exploite une technologie qu'on a transférée d'Inria, qu'on a un peu renommé le jumeau numérique, puisque c'est un terme assez à la mode. L'objectif, c'est de faire de la prévention des accidents cardiovasculaires. Alors c'est un peu large, aujourd'hui on reste sur les problématiques vasculaires. Donc je vais aller rapidement et je vais surtout parler, je pense, du besoin que nous on a identifié, et notamment en discutant avec des chirurgiens vasculaires, donc qui passent leur journée à opérer des anévrismes, des dissections aortiques, des sténoses au niveau des membres inférieurs. Et en fait, ce qu'ils nous ont remonté, c'est que aujourd'hui, ils avaient peu d'outils pour traiter des images pourtant qui commencent à être vraiment de bonne qualité et qui font encore beaucoup de mesures manuelles, qu'il y a un certain nombre de biais et qu'ils n'arrivent pas à pouvoir, ils n'ont pas en tout cas les moyens et le temps d'exploiter les images à 100%. Et finalement, nous, on arrive à leur proposer avec notre technologie, c'est d'automatiser cette lecture des scans et des IRM pour leur fournir tout un tas d'indicateurs géométriques et mécaniques. Donc, pour les indicateurs géométriques qui ont déjà été, ça a déjà été démontré dans des publications scientifiques relativement récentes, le bénéfice que ça peut avoir. Et notamment sur le diagnostic de suivi d'un anévrisme, c'est-à-dire après l'opération, de savoir si l'opération s'est correctement déroulée, si l'anévrisme a été correctement isolé et s'il n'y a pas d'arrivée de complications. Avec les critères qui sont utilisés aujourd'hui, on estime environ 30 mois pour arriver à comprendre l'évolution, avec les indicateurs géométriques, notamment des volumes d'anévrisme que nous on est capable de leur fournir automatiquement. On fait tomber cette durée à 6 mois. Donc, comme je disais, cette techno elle a été transférée d'Inria. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été validées. Il y a une composante intelligence artificielle, et donc c'est peut-être l'intérêt en fait en tout cas de ce bio-meeting, et là où je reviens aussi sur tout ce qui a été dit un peu avant. Donc nous, l'intelligence artificielle est là pour améliorer les performances de l'outil. En fait, il arrive déjà, donc c'est un logiciel qui arrive déjà à tenir debout avec les 2 autres technos qu'on a déjà à disposition. On a intégré des algorithmes de deep learning dans ce logiciel qui permettent vraiment d'améliorer la performance et la précision des résultats qu'on arrive à fournir. Donc comme le disait Bertrand tout à l'heure, il y a forcément une problématique d'accès aux données par rapport à ça. Donc on a contacté le CHU récemment pour essayer d'entamer les discussions là-dessus. Sur le fait que les données restent au sein du CHU, c'est effectivement pas le seul établissement qui réagit comme ça. Il y a des établissements aussi qui prennent beaucoup moins de précautions à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a déjà eu plusieurs interlocuteurs qui ont eu la même réaction en disant oui, on veut bien vous mettre à disposition l'utilisation de données anonymisées avec tout ce qu'il faut. Par contre, c'est hors de question à ce qu'elles sortent physiquement de l'établissement. Donc finalement, je vais finir. Je suis allé vraiment très rapidement et si vous avez des questions, plein de choses, voilà, je serai heureux d'y répondre après. Nous aujourd'hui, les trois thématiques qu'on adresse, en tout cas avec nos partenaires, avec les hôpitaux avec qui on est en train de travailler sur des partenariats. Donc effectivement, il y a la question de l'accès aux données.
Il y a aussi la validation de notre logiciel en tant que tel, puisque la techno à l'intérieur a déjà été validée dans des contextes laboratoires, pas du tout dans le contexte d'utilisation par des médecins, puisque c'est aussi ça, quelque part, l'originalité aussi de notre outil, c'est que c'est vraiment les médecins qui vont l'utiliser eux directement. Et enfin, on pense, et les chirurgiens et les radiologues internationaux avec qui on travaille, pensent qu'un outil qui est capable d'intégrer une analyse géométrique, une analyse mécanique, donc avec des écoulements de sang, des déformations mécaniques, il y a certainement aussi beaucoup de recherche qui devient possible pour eux en ayant accès à ce genre de choses, pour découvrir des nouveaux marqueurs en fait, de maladies, d'évolution, et tout ça pour arriver à anticiper les complications pour les patients. Et donc je vais m'arrêter là, je vais remercier nos partenaires et notamment Unitech pour m'avoir invité à ce meeting. Nous clôturons voilà, avec la présentation de masterclass de l'immunothérapie. Nous passerons au cocktail. Merci d'abord aux organisateurs de meeting. Vous avez l'opportunité de parler des masterclass. Je vais être très très bref parce que je sais que le temps de parole empiète sur les cocktails après. Hélène Gérard, je fais de la formation continue à l'ENSTBB, qui est l'école d'ingénieurs qui est positionnée sur le campus juste à côté. Et je vais vous parler aujourd'hui au nom de l'ENSTBB de notre partenaire Map Design, qui est une association qui fédère les acteurs de l'immunothérapie en France, d'un événement qui aura lieu à Bordeaux. On a de la chance, c'est sur notre territoire, les 11 et 12 juillet. C'est la deuxième édition des masterclass de l'immunothérapie, qui est un événement en fait dédié à la formation dans le secteur de l'immunothérapie et qui concerne donc les laboratoires académiques, les industriels, les startups, en tout cas tous les gens qui s'intéressent à ce domaine très actif dans la santé. Alors juste en 2 mots, cet événement il est centré autour de la formation, donc le but étant de former les gens sur différents axes qui concernent l'immunothérapie. Donc on a en fait le principe des masterclass, c'est d'avoir des experts qui viennent vous parler de certaines thématiques. Donc on a en fait différentes sessions de formation qui vont fonctionner en parallèle et qui permettent de se former sur notamment la thérapie cellulaire, vous avez peut-être entendu parler des CAR-T-cells, mais aussi sur les procédés de production, sur les bioessais, tout un tas d'autres thématiques très intéressantes. Donc on a un petit peu moins de 10 qui vont fonctionner en parallèle sur la journée du vendredi 12 juillet, animés par différents acteurs pédagogiques. Et ces formations, elles sont insérées au sein d'un événement qui se veut scientifique, puisque l'idée de rassembler des gens en formation, c'est aussi qu'ils aient l'occasion d'échanger entre eux et de se parler. Donc en préambule à cet événement, le jeudi soir, on propose une conférence scientifique qui est gratuite et ouverte à tous sur inscription, dont le thème en fait est les biomarqueurs et l'immunothérapie, donc l'intérêt des biomarqueurs pour le développement et la mise sur le marché des biomédicaments. Elle aura lieu à Cap Science, vous connaissez sûrement ce lieu emblématique à Bordeaux, et donc elle fera intervenir 3 orateurs, dont une clinicienne de Bordeaux, de l'Institut Berthelot. Voilà, donc on vous invite à venir si vous le souhaitez à cette conférence. Et lors de la journée du vendredi, il y aura aussi beaucoup de moments d'échange qui seront organisés, et notamment des ateliers de démonstration pédagogique organisés par des industriels du secteur. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site de l'événement ou à nous contacter directement, nous à l'ENSTBB ou à nos partenaires Map Design, voilà, en espérant vous voir à cette occasion. Merci beaucoup et puis bonne fin de soirée à tous.